Les réserves énergétiques fondent gravement. On sait très bien que dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole, plus de gaz naturel. Dans 70 ans, il n'y aura plus d'uranium non plus. Alors, il y a urgence à développer de nouvelles formes d'énergie et nos intervenants ici présents n'ont heureusement pas attendu la dernière goutte pour s'en préoccuper. Alors, nous avons un très beau plateau, vous allez voir. À ma gauche, j'ai Jean-Louis Bal de l'ADEME, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes à cette agence directeur des énergies renouvelables. Et grâce à vous, on saura enfin ce que sont les énergies renouvelables. Ce n'est pas si intuitif que ça. Il y a le solaire et l'éolien, mais ce n'est pas si intuitif que ça quand même. À côté de vous, Claude Hugo. Claude Hugo est directeur de la communication chez Nissan. Il remplace Patrick Pellata qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons de modification de programme intempestif. Et Claude Hugo va nous parler de la voiture propre du futur, je dirais très proche, puisqu'elle est déjà construite, elle roule déjà, et on va voir avec elle à quel point elle va être formidable comme énergie peut-être de remplacement du pétrole. Et enfin, Jean-Jacques Hinault, à ma droite, vous êtes conseiller du Haut-Commissaire à l'énergie atomique et vous allez nous parler d'un rêve fou, c'est recréer la fusion, ce qui se passe à l'intérieur des étoiles, c'est ce qu'on appelle le principe de fusion thermonucléaire, tout ça pour nous faire de l'énergie, on espère, propre. C'est le projet ITER, bien sûr. Alors, il y a 2 désistements, on peut le voir. Alain Jeanroy n'a pas pu venir, mais ça c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle aussi, car Alain Jeanroy est le directeur de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Il aurait été ici aujourd'hui, il nous aurait parlé du bioéthanol, du biodiesel, de la bioessence. Donc c'est cette fermentation, cet alcool qu'on extirpe de la fermentation de la betterave, mais aussi du maïs, du blé, que l'on mélange à l'essence ou au diesel et que l'on met dans les voitures, et tout cela permet de générer moins de gaz à effet de serre lors de la combustion, lors de l'action du moteur, que si l'on mettait de l'essence pure. Et aujourd'hui, il est dans le bureau de notre Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, car le gouvernement vient de décider de faire appliquer justement la mise en place, la mise en route de ces bioessences et biodiesel. Et l'objectif est de mettre dans l'essence ou dans le diesel 6% de ce bioéthanol à l'horizon de 2010. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. En revanche, Patrick Vivray, qui devait être parmi nous, lui, n'a pas échappé à l'épidémie de grippe qui nous avait déjà emporté, Bruno Etienne, hier. Et comme il est cloué au fond de son lit, là, on ne peut pas faire de duplex. Voilà pour les modifications de programme. Alors, on attaque. Jean-Louis Bal, les énergies renouvelables, ce n'est pas que le solaire ni l'éolien. Il y a l'énergie hydraulique, le géothermique, celle de la biomasse, etc. Expliquez-nous un peu tout ça. Quel est le principe qui englobe toutes ces énergies? Ouais, vous m'entendez bien là? Oui. Les énergies renouvelables, en fait, il y en a deux grandes familles. Il y a la première qui est issue d'un merveilleux réacteur nucléaire. Vous avez parlé de fusion tout à l'heure. On a un réacteur nucléaire de fusion qui est à bonne distance de sécurité, puisqu'il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Il s'appelle le Soleil. Et il nous envoie tous les jours l'équivalent de 12 000 fois notre consommation d'énergie. Donc en 40 minutes, il nous envoie toute l'énergie dont nous avons besoin pour toute l'année. Et à partir de cette énergie solaire, elle se transforme ensuite par l'évaporation en pluie qui nous donne de l'hydraulique. Elle se transforme par différence de température entre plusieurs points du globe en vent et donc en énergie éolienne. Elle se transforme en biomasse dont on a parlé tout à l'heure, donc en végétation, ce qui nous donne à nouveau une bioénergie. Donc ça, c'est une première famille. Et la deuxième famille, c'est un autre réacteur nucléaire, cette fois-ci non plus de fusion mais de fission que nous avons sous les pieds, donc qui est au centre de la Terre. Et c'est donc la géothermie. Alors là, c'est une énergie donc, avec un flux très faible, mais où on a une énorme
quantité d'énergie qui a été accumulée pendant des milliards d'années donc dans la croûte terrestre. Et donc, ce n'est pas réellement une énergie renouvelable, c'est plutôt une énergie stockable, stockée dans la croûte terrestre et qu'on peut utiliser donc, pour se chauffer, pour faire de l'électricité. Donc, c'est les deux grandes familles. Comment on fait concrètement, par exemple, donc ça c'est la géothermie, ce dont vous venez de parler, pour acheminer la chaleur donc, qui vient du sous-sol vers, par exemple, nos habitations, des immeubles? Comment on fait? C'est très variable donc, suivant les situations. Vous avez des endroits de la Terre où vous avez l'eau chaude qui sort toute seule. Vous avez déjà tous vu les images des geysers. Et il y a donc des zones qui sont des zones de type volcanique ou des zones de magmatisme récent où on peut trouver donc de la chaleur à relativement faible profondeur et si possible avec de l'eau qui permet de la transporter facilement, de l'eau ou vapeur. Et donc à partir de là, on peut, avec un forage, ramener cette eau à la surface. Si on a une température suffisante, on peut en faire de la vapeur qui va passer dans des turbines et qui va produire de l'électricité. Si elle est à température plus basse, comme c'est le cas par exemple en région parisienne, on peut l'utiliser pour chauffer donc directement les habitations via les réseaux de chaleur dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aujourd'hui en région parisienne 150 000 logements qui sont chauffés à la géothermie. La plupart des gens ne le savent pas d'ailleurs, qu'ils sont chauffés à partir de cette géothermie. Ils ont de la chaleur qui arrive dans leur radiateur et ils ignorent donc la provenance de cette chaleur. Est-ce que les énergies renouvelables sont 100% propres? Parce que c'est une réflexion qu'on m'a faite il n'y a pas très longtemps. On m'a dit, d'ailleurs je crois que c'est vous, Jean-Jacques Hinault, quand je vous ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que l'énergie solaire c'était bien, mais ça fonctionnait avec une pile au lithium, c'est ça? C'est vous qui m'avez dit ça, non? Je ne sais pas si c'est moi qui vous l'ai dit, mais en tous les cas, il n'y a pas d'énergie vraiment propre. Hein. Il y a toujours des rejets, des déchets, quelle que soit la forme d'énergie que l'on pratique. Il y a des énergies plus propres que d'autres, je pense qu'on peut dire ça. Hein. En fait, la seule énergie propre, c'est un peu par analogie à ce que disait Claude Roy tout à l'heure sur les déchets, la seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est celle qu'on ne produit pas. On ne va pas s'en sortir. Oui, on est d'accord. C'est un élément important parce que nous sommes dans une société de gaspillage et on pourrait très bien, sans diminuer notre confort de vie, consommer 2 voire 3 fois moins d'énergie simplement en utilisant les meilleures technologies disponibles ou en changeant nos comportements. Donc je pense que si on veut réfléchir à un futur énergétique, la base, c'est d'abord de consommer beaucoup moins. Et ça, c'est la bonne énergie propre. Je rétorquerais que ce serait, consommer moins certes, mais aussi développer les énergies renouvelables, qu'elles couvrent un peu tout ce qui est pétrole, gaz. Pour l'instant, en France, elles fournissent que 11% de nos besoins énergétiques, c'est pas beaucoup. C'est déjà quelque chose, mais il y a du chemin à faire. Ouais. Alors, quels sont un peu les objectifs à long terme? On vient de voir que les biocarburants, ça y est, 6% de bioéthanol en 2010. Mais pour les énergies renouvelables? Écoutez, si on veut regarder des objectifs de très très long terme, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure sur la ressource dont nous disposons. On pourrait rêver de couvrir la totalité de nos besoins, surtout si on arrive à les maîtriser, de couvrir la totalité de nos besoins à partir de la panoplie complète des énergies renouvelables. On sait déjà aujourd'hui bien capter ces énergies, on sait beaucoup moins bien les stocker, et ça c'est le grand défi technologique qu'on a pour les années futures. Néanmoins, dans toute cette palette, il y a des énergies qui sont stockées par elles-mêmes. J'ai cité la géothermie. Il y a toute la ressource biomasse qui est elle-même stockable. Et la biomasse, pour reprendre quelques chiffres, on estime qu'on pourrait produire à partir de la biomasse pour les différents usages de l'énergie, qui sont le chauffage, l'électricité ou les transports, on pourrait produire sans entamer les cultures alimentaires de l'ordre de 40 millions de tonnes équivalent pétrole. Nous en consommons 160 millions. Donc vous voyez qu'on a déjà, avec
cette perspective de la biomasse une réserve, et en plus une réserve très souple puisqu'elle peut être stockée et injectée là où... Et en plus elle est transportable, elle peut servir dans des véhicules. Donc avec cette ressource qui est pourtant bien inférieure en quantité à d'autres ressources comme l'éolien ou comme le solaire, on a là déjà une perspective tout à fait intéressante. La biomasse aujourd'hui, c'est déjà 10 millions de TEP, donc de tonnes équivalent pétrole, dans notre consommation. C'est déjà pas mal. Alors pour en revenir à l'énergie éolienne, j'ai lu, vous allez me confirmer, qu'en 2005, il y aurait quelques changements, en tout cas une accélération, puisque le premier parc français d'éoliennes offshore devrait commencer à produire... Maritime, pardon. Je suis en transfuge, moi aussi, c'est normal. Devrait commencer à produire de l'électricité en 2007 et à terme, ça devrait fournir l'équivalent en énergie de 30 réacteurs nucléaires. Ce serait quand même pas mal. Alors, il y a peut-être un mix, parce que j'ai eu ces informations entre deux portes. Qu'est-ce que vous nous confirmez là-dedans? Il y aura vraiment des changements dans 2005-2007? Oui, il y aura des changements, mais je ne pense pas qu'ils seront liés à l'exploitation de l'énergie éolienne en mer, mais plutôt d'abord sur... c'est tombé à l'eau, ce projet? Non, il n'est pas tombé maritime. À l'eau. Je vais vous en dire un mot tout de suite. Mais donc, on a déjà aujourd'hui un développement de l'énergie éolienne qui est encore très modeste aujourd'hui, mais où il y a beaucoup de projets dans les cartons qui sont en train de sortir de terre. On a aujourd'hui 400 mégawatts d'éolien installés en France. Ça correspond à quoi, ça, 400 mégawatts? Pour un point de comparaison, un réacteur nucléaire, c'est de l'ordre de 1300 mégawatts. Donc, un demi. En puissance, on est à peu près au tiers, entre les deux. Et en plus, il faut rappeler qu'un réacteur nucléaire, ça fonctionne entre 6 et 7 000 heures par an. Une éolienne, ça fonctionne entre 2 et 3 000 heures par an. Donc, en énergie produite, il faut encore ramener tout cela à des bonnes proportions. Mais on estime qu'on devrait plus que doubler cette puissance installée cette année-ci et encore l'année suivante. Alors, vous avez parlé d'éolien maritime, donc l'État a lancé un appel d'offres pour la construction de 500 mégawatts cette fois-ci, qui sera un premier projet plutôt pilote en France. Alors 500 mégawatts en puissance, encore une fois, ça représente à peu près le tiers d'un réacteur nucléaire, donc on est bien loin des 30... Et ça représente combien d'éoliennes à nos fenêtres? Alors on va avoir des éoliennes de plus en plus grandes, donc qui vont aller à des puissances unitaires de 5 mégawatts. Il faut voir ce que ça représente comme taille. C'est des diamètres de 125 à 130 mètres, donc c'est absolument colossal. Et donc, 500 mégawatts divisé par 5, ça fait... D'accord, donc il faudra choisir ce qu'on veut, la vue ou l'énergie propre, en fait, c'est ça. Merci. Claude Hugo, vous êtes là pour nous parler de la voiture à combustible. Et on va d'abord rappeler en deux mots quel est le principe de cette énergie. Donc on met de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est un peu le vieux rêve de faire fonctionner un véhicule avec de l'oxygène et de l'hydrogène et de recracher en fait de la vapeur d'eau. Donc la pile à combustible, c'est vraiment pour nous une voie de recherche importante à l'horizon des 15-20 ans à venir. Et c'est vrai que ce n'est pas uniquement cette voie de recherche qui est utilisée aujourd'hui chez les constructeurs automobiles, mais c'est une voie prometteuse. Donc effectivement, si cette technologie peut se développer, elle se développe très rapidement à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on peut imaginer voir des clients rouler assez rapidement d'ici quelques années sur des voitures qui fonctionnent avec la pile à combustible. Je rappelle que cette voiture existe déjà. Effectivement, elle est proposée à la location au Japon et aux États-Unis en forme de test grandeur nature. Alors justement, on va voir un peu de quoi elle a l'air, cette voiture. Est-ce qu'on peut voir le petit clip ?
Donc ici on a le réservoir d'hydrogène, où l'hydrogène est stocké sous haute pression. Ensuite l'hydrogène est amené à la pile à combustible, à cet endroit-là. Et la pile à combustible décompose les atomes d'hydrogène pour faire de l'électricité. L'électricité ensuite vient sur l'avant de la voiture par des câbles électriques au contrôleur moteur. Et en dessous on voit le moteur qui propulse les roues avant. Alors, donc, cette voiture, vous nous le disiez à l'instant, elle n'est pas sur le marché public. En fait, elle est en location qu'au Japon et aux États-Unis, je crois. On se sert effectivement de ce biais pour développer encore le véhicule. Donc, il est proposé à la location pour un prix qui actuellement est de 8 000 € par mois. Donc, effectivement, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas encore pour le client de base, mais l'important c'est de faire progresser la voiture. Je veux dire, le produit existe, les sous-traitants, les fournisseurs, notamment tout ce qui concerne batterie, stockage d'énergie, font des progrès. Quels sont les progrès à donner encore? Bon, je crois qu'il y a un problème de taille encore, de réduire un peu. Oui, non, au niveau taille, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Cette technologie, en fait, pour l'instant, les points à développer, c'est plutôt le stockage et la distribution de l'hydrogène. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire, un client ne pourra pas faire son plein d'hydrogène comme on fait le plein d'essence aujourd'hui. Techniquement, c'est un produit, l'hydrogène sous pression à basse température, ce n'est pas aisé. Donc, on travaille plutôt sur dans ce sens-là, avec les distributeurs. Alors là, on rentre dans la sphère un peu gouvernementale et politique, parce que ça, c'est la distribution de nouvelles formes d'énergie. Ce n'est pas une décision qui vous appartient. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que si le Japon et les États-Unis, si vous avez déjà des voitures en location là-bas, c'est que ces pays vont s'orienter vers une énergie à hydrogène ou pas? Et quel est le cas de la France? Non, en fait, c'est un peu différent. La technologie a évolué plus vite peut-être au Japon ou en Californie, aux États-Unis, car les directives actuelles, depuis ces dernières décennies, sont beaucoup plus draconiennes. Et en termes d'antipollution, les normes ont été toujours les plus strictes au monde. Et c'est pour ça qu'on a développé d'abord sur le Japon et les États-Unis. À remarquer, par exemple, qu'il était plus important pour nous d'essayer de produire beaucoup de véhicules avec ce que l'on appelle aujourd'hui, ce n'est plus ultra low emission, c'est super ultra low emission. C'est-à-dire qu'on est à moins de 75% du barème requis par les directives gouvernementales. Donc on essaye de polluer encore moins. Et l'idée, c'est de produire et de vendre le maximum de voitures pour abaisser, en tout cas, le taux de pollution. Ce qui est dangereux aujourd'hui en termes de marketing, c'est de parler de technologie où on va vendre 3 000 ou 5 000 véhicules. Donc on fait parler de la technologie, mais globalement, ça ne résout rien. Ce qui est important, c'est d'adapter une technologie à l'ensemble de la production chez un constructeur. Mais nous, ce qui nous intéresserait en tant que consommateurs souciés de l'environnement, ce serait de pouvoir acheter une voiture comme ça. J'imagine que le prix, et si la location, c'est à peu près 8 000 € par mois, j'imagine que le prix à l'achat, d'ailleurs, elle n'est pas à vendre, ça doit être exorbitant. Est-ce que vous avez un horizon à nous donner dans lequel on pourrait se dire, bon, cette voiture-là, propre, complètement propre, va devenir abordable pour nous? Parce que c'est vraiment ça qu'on attend. Oui, je ne dirais pas avant une dizaine d'années pour l'instant. Mais c'est vrai que la pile à combustible n'est pas la seule direction suivie. On travaille sur les moteurs hybrides, les voitures électriques aussi. Toutes les voies doivent être explorées. On ne sait pas dans 10 ans, dans 15 ans, comment le marché aura évolué. Si vous voulez, le point de vue d'un constructeur aujourd'hui, il est quand même global. Bon, pour une marque comme Nissan, nous devons vendre des véhicules aussi bien en Asie qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis. Chaque marché est différent. Nous avons des clients qui ont besoin d'un petit véhicule pour rouler en ville ou faire de l'autoroute ou rouler dans le désert.
et donc avec des 4x4, technologie 4x4. Donc la demande est très large, très diversifiée. On essaie d'anticiper tout ça. On va découvrir dans quelques temps qu'une autoroute Pékin-Moscou-Paris mettra donc les Chinois à 5 jours de Paris, un par camion. Disons qu'il va y avoir une révolution dans les transports routiers. On est obligé d'anticiper. Ça va encore s'intensifier. Donc voilà. Il est temps de mettre et la pollution, sur le marché. Voilà, ce n'est pas uniquement on va dire la voiture de Monsieur Dupont, enfin, votre voiture. Il y a aussi les camions, les camionnettes. C'est beaucoup plus global. Et l'important, c'est d'essayer d'anticiper, de penser globalement comment réduire, en tout cas, la pollution. Je pense que la pile à combustible est une voie que nous explorons, qui reste un peu expérimentale, mais nous sommes obligés de tester toutes les autres formes d'énergie. Alors, j'ai l'impression que donc l'hydrogène, il va falloir le mettre à côté de pompes à essence, en tout cas, le jour où il y aura des voitures à hydrogène sur le marché. Ça va être des décisions plutôt gouvernementales. Il va falloir orienter à un moment donné la politique énergétique sur telle ou telle voie, parce qu'on a un choix, on a l'impression qu'on est en période de choix entre toutes ces énergies. Et par exemple, vous savez un peu quelle est la politique de la France? Est-ce que des voitures à hydrogène, cette technologie-là va être développée en France? Est-ce qu'ils y pensent déjà au gouvernement? Parce que j'imagine que vous développez et vous savez bien où vous pourrez amener cette voiture. Le développement technologique sur la pile à combustible, de toute façon, est suivi par tous les constructeurs européens, par Renault aussi, qui est donc le cousin de Nissan. Donc ça, de ce côté-là, on sait très bien que tous nos collègues et concurrents travaillent dans la même direction. Au niveau gouvernemental, on n'a rien à dire. En tant que constructeur automobile, on se tourne vers notre client. C'est le client qui fera le choix. Donc, soit on peut lui proposer un véhicule propre, mais attractif en termes de prix, soit il ne l'achètera pas et la filière ne suivra pas. Et ce n'est pas le gouvernement qui va pouvoir instituer quelque chose. Il faut que les constructeurs puissent proposer des produits attractifs en termes de prix. Aujourd'hui, vous voyez bien une voiture électrique qui peut être intéressante pour quelqu'un qui circule en ville. Si elle dépasse de 1 000 € ou 2 000 € un véhicule standard, il ne se vendra pas. Donc il faut être capable en termes de coûts, de maîtriser les coûts et produire un véhicule à un prix abordable. Ça, donc en fait, c'est à nous de réclamer ces voitures auprès de Nissan. Oui. Si je peux me permettre un petit commentaire, développer des voitures qui fonctionnent avec pile à combustible et hydrogène, c'est très bien. Mais l'hydrogène, il faut encore le produire. L'hydrogène n'existe pas. J'allais y venir. À l'état pur. Oui, je suis désolé. Mais allez-y, je vous en prie, c'était à vous que j'allais poser la question. Et donc, le fabriquer, la voie la plus évidente, c'est à partir de l'eau, donc de dissocier la molécule, donc les 2 atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et donc ça a aussi un coût énergétique. Et donc là, on va en revenir au nucléaire du futur, aux énergies renouvelables, parce que ça peut être une des façons donc, de le produire, et également de stocker cette fameuse énergie renouvelable qui est fluctuante et difficilement prévisible. Et donc là, il y a un champ de recherche qui est engagé, sur lequel donc le gouvernement a lancé, donc est en train de lancer des nouveaux programmes actuellement. D'accord. On va passer, Jean-Jacques Hinault, à la fusion thermonucléaire. Alors ça fait peur comme ça quand on entend. C'est très différent de la fission nucléaire. Donc toutes nos centrales nucléaires aujourd'hui marchent à la fission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence et ce que ça veut dire la fusion thermonucléaire ? Alors, je vais vous le dire bien volontiers, mais je commencerai finalement par quelques remarques sur l'énergie qui me passionne. Moi, c'est un problème qui me passionne depuis très longtemps, parce que nous sommes vraiment à une croisée des chemins et on peut dire, je pense, que l'énergie est un défi majeur de ce siècle. Si on regarde l'histoire, on voit que finalement les sociétés ont été modelées par les formes d'énergie qu'elles utilisaient. Au début, c'était la biomasse, c'était le bois, il n'y avait que ça, qui reste d'ailleurs toujours une composante importante, comme ça a été souligné. Et puis,
Et le vent, voilà. On se déplaçait avec des bateaux à voile. Tout à fait. Et il y avait des moulins, bien sûr. Et des moulins. Et il y avait des moulins, tout à fait. C'est un beau futur que vous nous préparez là. C'est putain, retour en arrière. Puis finalement, le charbon est venu. Hein, ça a été la révolution industrielle. Ça a modelé très profondément la société. Et tout le monde se souvient, par exemple, des brouillards londoniens qui étaient finalement créés par le poussier de charbon, hein, qui changeait le climat local très fortement. Et puis après, finalement, est arrivé le pétrole puis le gaz, hein, qui ont changé notre société complètement. Et il va donc y avoir une mutation, c'est clair, je crois que tout le monde s'accorde maintenant qu'il va y avoir une mutation très importante, finalement, dans la décennie à venir, où il va falloir soit se passer d'énergie, mais de façon tout à fait spectaculaire, soit baser notre économie et notre mode de vie sur une autre forme d'énergie. Et là-dessus, je pense que tout le monde réalise maintenant qu'il ne va pas y avoir une panacée universelle, hein, une énergie qui va remplir tous nos besoins. Il va y avoir, comme on dit là en franglais horrible, un mix. On va être obligé d'avoir un mix d'énergie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Et moi, ce que je vais vous dire sur la fusion, je ne vais certainement pas vous dire que ça va être la panacée universelle, mais qu'elle va devoir... On va y venir, Oui, eh bien, écoutez, on met de l'argent dedans parce que c'est un problème majeur et qu'on a besoin de toutes les options. Alors, avant de discuter du volet économique, je vous assure qu'on va y revenir, on va expliquer le principe et après on va comprendre les enjeux. Alors, le principe, comme vous l'avez dit très justement, c'est un principe qui est complètement différent de la fission, qui est donc le principe sur lequel les centrales nucléaires actuelles fonctionnent, où, alors là je vais être un peu technique, je m'en excuse, où on part de très gros atomes, hein, comme l'uranium par exemple, et puis on les casse avec des neutrons, et le fait de les briser génère de l'énergie. Malheureusement, ça génère aussi ce qu'on appelle des produits de fission, et ça constitue finalement l'un des problèmes les plus importants de cette filière nucléaire, qui est la gestion de ces produits de fission. Les déchets radioactifs. Qui sont les déchets radioactifs, et qui sont radioactifs sur des très très longues années, hein, des milliers d'années. Donc ça, mais les bactéries vont peut-être les manger, alors. Ben, les bactéries pourront peut-être les fixer, hein, mais elles ne les dégraderont pas. Ça, on peut vous le dire. Il faudra de toute façon gérer ces produits de fission. On pourra peut-être les transmuter, cela dit, hein, c'est-à-dire les faire en utilisant donc des processus nucléaires de nouveau, les vraiment faire comme les alchimistes, les changer de nature. Alors, la fusion, pour revenir à elle, alors elle, c'est à l'extrémité complète de ce spectre. On part des atomes les plus légers, hein, qui sont des atomes d'hydrogène. Et quand on porte ces atomes à une température suffisante, à ce moment-là, comme dans le Soleil, c'est ce qui se passe dans le Soleil, à ce moment-là, elles fusionnent. Elles fusionnent en dégageant de nouveau d'énergie. Alors là, un des gros avantages de la fusion, c'est qu'en fusionnant, ça fait un produit qui est de l'hélium, qui est totalement inoffensif. C'est le seul déchet que ça produit. Alors, c'est le seul déchet de fusion. de la combustion, du processus qui fait l'énergie. Hein. Alors, hélium, pourquoi hélium? Parce que, bien sûr, c'est la première fois qu'on a trouvé cet élément, on l'a trouvé dans le Soleil. Soleil, hélios en grec. Donc, c'est vraiment parce qu'effectivement, le Soleil est une énorme usine à faire de l'hélium. Alors, est-ce que la fusion est complètement propre? Non, évidemment. Et je crois qu'on peut le dire de chaque forme d'énergie. Non. Pourquoi? Eh bien, bien sûr, parce que dans le processus de faire de l'électricité, d'abord, on va rejeter de la chaleur. Et ça, alors, tous les systèmes qui font de la chaleur seront polluants de ce côté-là, puisqu'ils rejetteront de la chaleur. Et on sait très bien que la chaleur, ça augmente la température des rivières, etc. Hein? Mais, cela dit, on peut diminuer ça par la technologie. Et c'est un thème, je suis très content de voir que ce thème-là est important dans ce festival. La technologie permet effectivement que ces rejets de chaleur soient diminués. Et ceci, c'est en augmentant le cycle de température dans lequel fonctionnent ces échangeurs. Mais je reviens à la fusion. Hein. La fusion, le projet ITER, surtout. Voilà, et le projet ITER. Ben ça, on en viendra. Mais est-ce que la fusion est complètement propre? Non, bien sûr. Est-ce qu'elle produira des déchets? Oui, bien sûr. Elle produira en particulier certains déchets de type nucléaire, parce que dans le processus de fusion, il y a un neutron, et que ce neutron peut faire de la radioactivité secondaire destructive.
Mais en tout cas, en bien moindre proportion que des réacteurs à fission. Voilà, alors ce qui est très important, c'est qu'elle en fait mieux. moins, elle en fait beaucoup moins, et surtout que cette radioactivité décroît très vite. Parce qu'elle décroît très vite sur de l'ordre de dizaines d'années, si bien qu'il n'y a pas d'accumulation sur des générations du stock de déchets à gérer. Puisque finalement, quand vous aurez utilisé un réacteur, c'est simplement les structures qui seront des déchets, et non pas le produit de la combustion. Celui-ci se refroidira avec un temps qui est le temps avec lequel on en produira de nouveau. Donc il n'y aura pas, si vous voulez, accumulation de déchets. Il y aura un stock assez raisonnable de déchets à gérer. Alors, où en est-on avec le projet ITER? Je crois que c'est votre autre question. Eh bien, donc, il faut bien voir que la fusion a beaucoup d'avantages. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas maintenant, tout de suite? Parce qu'effectivement, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Eh bien, là, on ne l'a pas maintenant parce que c'est techniquement difficile à faire. Et que finalement, on ne le maîtrise pas pour le moment sur le plan industriel. Et le projet ITER est donc une étape essentielle du développement d'énergie de fusion que 6 grands partenaires ont jugé qu'il était indispensable de faire. Ils se sont mis d'accord pour le faire, c'est-à-dire les 25 pays européens, plus 5 autres pays, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon et la Corée, j'espère que je n'en ai pas oublié, ont décidé de s'associer pour développer cette technologie. Elle en est toujours au niveau expérimental, il faut être très clair là-dessus. Ça va être au niveau expérimental longtemps. En fait, c'est un projet d'expérience, le projet ITER. C'est une grande expérience qui fera la démonstration en vraie grandeur du procédé. On verra si c'est possible ou pas. Alors, il est clair que c'est possible parce qu'on a déjà fait 16 mégawatts. 16 mégawatts dans le projet européen JET, qui est le prédécesseur, et dans lequel j'ai travaillé d'ailleurs pendant longtemps. Donc on sait, si vous voulez, que ce processus se produit et peut être maîtrisé. Mais on veut voir avec ITER passer à une autre échelle et vraiment montrer que c'est un dispositif qui va pouvoir être fiable, économique, fiable sur le plan de continuer à marcher avec une très grande régularité. Donc ce projet-là, je ne vous cacherai pas que ça fait, moi personnellement, ça fait plus de 10 ans que je dis qu'il faut le faire, et qu'il est prêt dans les cartons. Et que ça a été très difficile de trouver les crédits pour le faire. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à de très nombreux partenaires pour pouvoir réunir les crédits. Alors, le monsieur dans la salle, je ne sais plus où vous êtes, mais pourquoi ça coûte aussi cher? Dites-nous. Parce que l'ardoise est énorme du projet ITER. Alors, ça coûte cher parce que c'est un prototype. Bien oui. sûr. Un prototype, ça coûte très cher. Le premier ordinateur a coûté je ne sais pas combien, mais enfin des sommes absolument fabuleuses. C'est un prototype, ça coûte très cher. Il est évident que quand vous en faites des séries, je pourrais demander à monsieur combien coûte une voiture prototype. Mais je pense qu'il me dirait que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que la voiture de série. Elle coûte combien le prototype à hydrogène? Ça a coûté 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Globalement. Ah oui. Voilà, donc ça, je crois que ça répond en partie à la question de monsieur. Mais il faut bien voir que même si le coût qui est 4,5 milliards d'euros sur 10 ans, il faut bien voir sur 10 ans, il faut que vous le compariez, par exemple, au coût de la facture d'électricité. Et c'est un pouillème, je crois que c'est... parce qu'il faut voir que l'enjeu que c'est, il faut ramener ces investissements par rapport aux enjeux auxquels on s'attaque. Donc pour le moment, je crois qu'on peut le dire, il y a en recherche de l'énergie, il y a beaucoup d'argent qui est mis en particulier pour les explorations de pétrole, les gisements de pétrole et de gaz. Là, il y a énormément d'argent de recherche qui est mis, et il y en a très peu sur les énergies renouvelables et les énergies nucléaires du futur. Là, je crois que je n'aurai pas de contradiction. Et il n'y en a vraiment pas assez. Il faudrait, je pense, changer d'ordre de grandeur pour pouvoir répondre aux très grands enjeux qui nous attendent. Alors, l'enjeu d'ITER, si ça marche et que tous les préceptes de l'expérience sont vérifiés d'ici 50 ans, je crois, c'est ça? Vous attendez des résultats quand? Non, ça va beaucoup plus vite que ça. La machine elle-même prend à peu près... le plus long, c'est les négociations pour trouver les partenaires, un site et de l'argent, je peux vous dire, parce que ça fait des années que ça dure. Mais la construction, elle prend à peu près 8 ans. Ensuite, l'expérimentation commence.
on aura, au bout de 4-5 ans, déjà une très bonne idée de comment ça se passe, et à ce moment-là, on pourra passer à l'étape suivante. Donc vous pouvez dire qu'on pourra passer, si on y met vraiment les moyens qu'il faut, à l'étape industrielle au bout d'environ 35 ans. C'est à peu près la valeur la plus optimiste qu'on puisse donner. Si on continue à traîner comme on fait maintenant, finalement, ce sera plutôt 50 ans. Et quelle puissance on pourrait avoir avec la puissance, il faut bien voir que c'est une énergie qui est particulièrement bien adaptée pour alimenter les très grandes agglomérations. Parce qu'on ne pourra pas faire des moteurs avec ça, à moins qu'on fasse des très grands progrès dans la science. Pour le moment, on ne saura faire que des unités qui seront au moins de la taille des grandes stations thermiques ou nucléaires actuelles, c'est-à-dire de l'ordre de 1000 mégawatts, ou plus. Donc on pourra faire ces unités-là ou plus. C'est-à-dire que c'est très bien adapté pour les grandes agglomérations qui, typiquement, je pense que Marseille doit utiliser de l'ordre de 1 gigawatt, c'est-à-dire à peu près un réacteur de ce type-là. Et ce sera donc un élément majeur du mix énergétique dont je parlais, sachant bien que les énergies renouvelables, bien sûr, sont très bien adaptées justement aux populations qui sont dispersées, où à ce moment-là, on peut les alimenter avec une énergie qui elle-même est assez dispersée. Merci Jean-Jacques Hinault. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui fusent de la salle. Alors on va allumer la salle et vous laisser la parole et on va vous donner 20 minutes. Je vais me faire gronder. Alors, on va commencer par donner la parole à nos étudiants. On a, depuis le début du festival, une formation en IUP. C'est un institut universitaire pour l'environnement. C'est ça, Marine? Je me trompe? Institut universitaire professionnel, merci. Spécialisé en environnement. Et c'est un peu notre futur. Eux vont bosser dans l'environnement assez rapidement. Donc on aimerait bien entendre vos questions. Bravo. Alors moi j'aurais en fait 2 questions. La première question, ça serait par rapport à la voiture à pile à combustion. On a vu quelle technologie elle utilise, que ça sera beaucoup plus propre que les technologies actuelles. J'aurais aimé savoir quelles sont ses capacités, ses caractéristiques au niveau de la puissance, des vitesses à laquelle on peut rouler, de consommation avec un plein d'hydrogène, combien de kilomètres on peut faire. Et j'aurais une deuxième... La durée de vie du moteur aussi, si ça coûte aussi cher. La durée de vie du moteur aussi, c'est vrai que c'est essentiel. Et j'aurais une deuxième question plus par rapport à des réacteurs à fusion nucléaire. Je pense qu'on a tous en tête ce qui s'est passé à Tchernobyl. Donc j'aurais aimé savoir quels sont les risques d'un réacteur à fusion nucléaire par rapport à ceux d'un risque à fission. Claude Hugo? Alors, effectivement, l'X-Trail que vous avez vu qui fonctionne avec cette pile à combustible a une autonomie de 350-400 km. Vitesse de pointe, actuellement, on est à 145 km/h. Donc, vous voyez, sur les autoroutes, c'est déjà pas mal, c'est largement suffisant. La durée de vie, quelques centaines de milliers d'années, j'imagine. Enfin, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Mais enfin, bon, je pense que c'est fait pour durer. Vous avez déjà pas cassé un prototype à 10 millions de dollars? Non, pas du tout. Oui. Alors, oui, en ce qui concerne la question concernant est-ce qu'un effet de Tchernobyl est possible avec le réacteur à fusion, la réponse est très clairement non. Et alors, vous pouvez comprendre ça relativement facilement par le fait que dans un réacteur donc à fission classique, type Tchernobyl, vous avez finalement du combustible qui est du combustible solide pour plusieurs années. Alors évidemment, si ce combustible se met à créer de l'énergie ensemble, c'est ça qui produit l'effet d'emballement, qui est l'effet de Tchernobyl. Dans un réacteur à fusion, le combustible, c'est du gaz, c'est l'hydrogène dont je parlais. Il y en a, oui, c'est du gaz deutérium-tritium, oui, c'est un mélange 50-50 des deux. Le tritium, c'est de l'hydrogène. Demandez un micro, s'il vous plaît. C'est de l'hydrogène.
Je réponds d'abord à ce monsieur. Là. Dans un réacteur donc, à fusion, il n'y a pas plus de 3 grammes de combustible à un moment donné. Donc les possibilités d'emballement sont absolument nulles. Hein. Vous ne pouvez avoir aucune explosion possible. Ça, c'est physiquement impossible. S'il vous plaît. Oui. Je voulais intervenir, c'est de l'association Ecoforum. On vient de faire, ça fait une page à la Provence, justement, sur les énergies. Je regrette, je suis là. Je regrette, si vous voulez... Levez-vous, s'il vous plaît, c'est plus facile. Je regrette, si vous voulez, première chose, que dans les plateaux, à mon sens, voilà. Avec tout le respect que je vous dois, il n'y a pas d'énergie propre. D'après moi. D'après moi, pourquoi j'aurais voulu voir quelqu'un d'énergie solaire, d'énergie éolienne. Mais monsieur Jean-Louis Ball de l'ADEME nous a parlé des panneaux solaires. Je vais parler de l'ADEME. Je voulais juste vous dire qu'est-ce que c'est l'énergie propre. Parce qu'énergie propre, pour qui? Pour qui? Oui, je sais, mais pour qui? Quand des fois le nucléaire il va dire je suis propre parce qu'il ne pollue pas l'air, non. Il est impropre du moment que ça peut péter et ça peut faire une Tchernobyl. Il est impropre du moment qu'il y a des déchets nucléaires qu'on ne sait pas traiter. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de parler d'énergie propre dans les cas nucléaires. Dans les cas de l'hydrogène, je n'aimerais pas non plus qu'on parle longtemps sur une voiture qui peut-être son bilan énergétique, ça veut dire que ce que coûte pour produire un litre de carburant, si vous faites 1000 litres pour faire votre truc, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que le bilan énergétique, c'est plus cher que la voiture elle-même. Donc, je n'aimerais pas qu'on s'éternise aujourd'hui à parler de l'éther. C'est pour ça que je ne vais pas parler d'éther justement pour cercler sur les énergies propres. Quand vous parlez d'énergie propre, je voudrais souligner quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'énergie propre, c'est brûler les déchets. Parce que les déchets, ça produit l'énergie qui coûte beaucoup plus cher que les EDF d'ailleurs. Quand vous dites propre, quand vous massacrez entre 1/4 et 3/4 des matières premières de la terre, quand vous dites propre, quand vous envoyez de l'intoxication à tous les citoyens, moi je ne parle pas non plus d'énergie propre. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle d'énergie de carburant vert, ces carburants verts, ça pourrait être propre. Tout dépend comment on les fait. Si vous les faites avec une agriculture intensive qui massacre la terre, ça devient, pour moi, justement une solution impropre. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Vous savez, tout est relatif, monsieur. Il n'y a pas de risque zéro et il n'y a pas 100% de recyclage. Il n'y a pas non plus. Étant donné que les associatives ou des gens comme ça ne sont pas représentés, je me permets juste de faire très court, mais quand même, je vais essayer de passer quelques messages. Les messages aussi de la politique. Vite, hein. La politique, aujourd'hui, vous faites des effets d'annonce. Et l'ADEME, il est ici présent. On a dit on va développer les énergies solaires, l'énergie renouvelable. Et en même temps, le gouvernement, il sucre 100 millions à l'ADEME, il ne donne pas les moyens pour donner les aides aux gens qui veulent faire du solaire. Ça, quand même, c'est grave. Mais vous savez, monsieur, nous, on est tous ici, on est tous d'accord. Oui. Vous savez à qui il faut dire ça? C'est à nos politiques. Justement, si on est tous d'accord ici. Si je le dis dans cette salle, parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter. Si je le dis pour ça, je continue. Juste rapidement. Je voulais juste rapidement, parce que sinon, vous allez vous faire massacrer par ceux qui n'ont pas posé leurs questions. Juste pour finir, je vous vais vous dire une chose. Je répondrai sur le plan du financement, parce que je pense que c'est important. Ça me fait tellement la peine de faire des effets d'annonce quand vous voyez qu'à Fribourg, qui sont 200 jours par an d'ensoleillement, ils font des choses immenses. Et à Marseille, qu'on a 300 jours d'ensoleillement par an, on a un cabanon avec un panneau photovoltaïque qui marche. On a en même temps, si vous voulez, les seules éoliennes qu'on peut dire, parce qu'à Marseille, on confond les éoliennes, comme il y a eu la canicule. Mais Marseille, c'est particulier. Les éoliennes, ils se sont multipliés partout, mais cette éolienne, ça s'appelle ventilateur. Merci, monsieur. J'espère qu'on vous entendra. Une autre question? Non, attendez, juste un petit instant, on va laisser monsieur Jacquinot répondre. Je pense que sur le plan du financement des recherches, c'est quand même important de savoir que, en ce qui concerne par exemple l'Union européenne, qui a un programme de recherche et de développement qui est très important, il y a autant, voire plus, sur les énergies éoliennes, solaires, en budget que sur le nucléaire dont on vient de parler.
Je voudrais signaler aussi à ce monsieur que je l'invite à visiter les établissements solaires qu'il y a à Cadarache, de recherche sur l'énergie solaire qu'il y a à Cadarache, et qui sont développés activement, et dont les budgets sont en augmentation très forte. Je voudrais redire fortement ce que j'ai dit au début, c'est que la solution n'est pas pour une panacée universelle, que ce soit le solaire, l'éolien ou le nucléaire, mais pour un mix intelligent, adapté aux besoins qui sont auprès des populations. D'ailleurs, on voit bien avec les stratégies énergétiques qui sont représentées là, parce qu'on parle de stratégie, là, je veux dire, on marche tous encore au pétrole et au gaz, qu'on va vers une mixité. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, attendez, Jean-Louis Ball. Oui, l'ADEME, oui. Je voulais, par rapport au commentaire qui vient d'être fait, apporter quand même quelques précisions. D'abord, concernant donc les biocarburants. C'est vrai que si on fait des biocarburants avec des masses d'intrants pour favoriser la productivité, on risque d'avoir un éco-bilan qui soit négatif. Néanmoins, nous avons donc sur les procédés en cours actuellement fait procéder justement à ces éco-bilans, et notamment sur la question donc du bilan énergétique et des économies de CO2 qui en découlent. Il apparaît que, suivant les filières, on produit à peu près 4 fois plus d'énergie qu'il n'en est nécessaire pour fabriquer ces biocarburants. Donc il y a un bilan, et qui se reflète d'ailleurs dans les bilans en CO2, il y a un bilan qui est quand même nettement positif. Donc ça, je voudrais quand même mettre cette question-là au point. Ensuite, moi je suis bien d'accord pour dire que le gouvernement n'en fait pas assez pour développer les énergies solaires particulièrement. Ceci dit, ce n'est pas de 100 millions que le budget de l'ADEME a été réduit sur le sujet. Je serais bien content qu'on puisse nous réduire le budget de 100 millions, puisqu'il n'est même pas... Vous n'avez pas 100 millions. Et donc on a eu effectivement, sur la partie énergie renouvelable, cette année-ci, une réduction d'environ 10 millions d'euros, mais qui est contrebalancée. Je voudrais souligner quand même que c'est un effort important par la mise en place d'un crédit d'impôt qui va s'adresser à tous les particuliers. Et je rappelle, crédit d'impôt, c'est un chèque que chacun peut recevoir, quel que soit le montant de son imposition, et qui va concerner tous les équipements énergie renouvelable, et en particulier l'énergie solaire. Je pense que ça, c'est un premier pas vers un réel développement de l'énergie solaire et des autres énergies renouvelables, puisque ça concerne aussi, par exemple, les appareils de chauffage au bois, et ça contrebalance plus que nettement les 10 millions de réduction que je regrette par ailleurs. On va prendre une autre question. On m'a dit d'attendre la caméra. Bonjour. J'aimerais soulever un point qui est peut-être un petit peu dérangeant, c'est les points de la langue de bois, en fait. Où d'un côté, on entend dire qu'il est nécessaire et que la seule solution qui puisse apparaître, c'est la diversité des énergies renouvelables, de ces énergies, que ce soit électrique au niveau de l'eau, thermique, au niveau du solaire, etc. Et à la fois, d'un autre côté, on entend qu'on est en train de préparer quelque chose pour faire des unités de production qui vont être au minimum de 1 mégawatt ou 1 gigawatt. Alors bon, il y a à mon sens quelques petites incohérences et il y a quelque chose dont nous n'avons pas entendu parler et quelque chose qui est mis comme, je ne sais pas, je ne veux pas le qualifier, mais à la boîte, c'est-à-dire les énergies libres. Alors, soit disant que c'est mythique, soit disant que cela n'existe pas, des générateurs qui produisent Vous pouvez nous préciser ce que c'est l'énergie libre ? On va dire que ce sont des générateurs qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Mais à base de quoi ? À base d'électromagnétisme, par exemple. On a le MEG. Vous pouvez regarder sur le site de Thomas Burden ou sur le site de Jean-Louis Naudin, où ils ont fait, Thomas Burden, un ancien officier de l'US Air Force, à la retraite, qui a consacré une partie de sa fortune, on va dire, au développement de certains générateurs. Il arrive à produire des générateurs qui sont à un rendement de 475%.
Écoutez, par contre, on l'invite pour le prochain festival. Hein. Il y a un petit Jean-Louis Naudin. Jean-Louis Naudin, par exemple. Cependant, Jean-Louis Naudin a été récupéré par EDF puisqu'il a trouvé un procédé à partir d'électrolyse pour produire 8 fois plus d'hydrogène que la normale. Il y a un problème, une difficulté pour les lobbying, puisqu'en fait, au niveau de l'énergie, il faut parler. On ne peut pas parler sans les lobbies. Ça paraît tout à fait logique. Ne nous cachons pas les yeux, ne jouons pas l'autruche. Alors attendez, on n'a déjà même pas encore une énergie très très propre. On va déjà essayer et puis après on parlera des lobbies. Pas tant que nous ne verrons pas cette réalité-là. Parce que vous croyez, on n'est pas libre du tout. La difficulté de l'énergie libre, de ces petits générateurs, c'est qu'ils sont petits, justement. C'est qu'il n'y a pas de grosses unités de production, par exemple de 1 gigawatt ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez être indépendant au niveau de votre source d'énergie et vous allez sortir du cadre du contrôle de EDF ou de ceux qui sont au niveau de la production et du pouvoir lobbying énergétique. Je crois que le réel problème pour l'alternative énergétique de notre heure de ce 3e millénaire, c'est on ne peut pas faire sans. J'aimerais bien pouvoir dire on met en l'air les lobbying et on instaure quelque chose, mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Eh bien, on va laisser. Peut-être que vous avez des commentaires. Que pensez-vous de. Alors, les questions. Que pensez-vous d'une possibilité de diversité énergétique et de consacrer vraiment peut-être. Ne serait-ce que, à mon avis, 1 million d'euros pour mettre au point et développer ces générateurs d'énergie libre. On trouve les plans sur Internet, mais par contre, vous ne pourrez pas les breveter, donc vous ne pourrez pas en tirer d'argent quelque part. Ça, c'est vrai que c'est dommage pour les lobbying. Et deuxièmement... Après le deuxièmement, on s'arrête. Hein. Bon, d'accord. Et on laisse répondre. Rien que ça serait bien qu'on puisse faire une part juste à cette partie-là qui fonctionne. Et que c'est une solution qui... Pourquoi ce n'est pas exploité? Eh bien, on va y répondre. Vous avez des commentaires? Eh bien, voilà. Sciences routières numéro 68, vous le trouverez sans doute à la boutique. 72, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des commentaires? Alors moi, j'aurais un commentaire très simple. C'est, moi, je suis physicien, j'ai étudié la physique. Faire 4 fois plus d'énergie avec rien, ça, je ne connais pas de loi physique qui me permette de faire ça. Mais si jamais on me l'expliquait, je serais prêt à le prendre tout de suite. Le deuxième commentaire que je ferais, c'est, puisque c'est si facile de faire ces petites unités, mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas déjà disponibles et dans le commerce, finalement si c'est si évident, pourquoi est-ce qu'un industriel ne s'est pas précipité dessus pour en faire énormément d'argent? Ça, je crois qu'il n'hésiterait pas. Je pourrais ajouter que si c'était possible de produire 4 fois plus d'énergie qu'on en injecte dans le processus, je crois que M. Carnot sortirait de sa tombe. On va prendre une autre question. Les micros, s'il vous plaît. Allô. Ah. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Merci. Voilà, moi, je voudrais poser une question à M. Jacquinot. Il nous a fait une présentation idyllique du projet ITER. C'est vrai que je pense que ça peut être une piste intéressante, mais malgré tout, je trouve qu'il a oublié certains facteurs dans cette présentation. Alors là, moi, je suis un néophyte en la matière, mais je m'appuie un petit peu sur le Mataoshi Oshiba, qui est prix Nobel de physique en 2002 au Japon, et qui, dans un appel pour les Japonais, avait demandé que surtout ce projet n'existe pas au Japon. Alors je me demande pourquoi. Parce que ce monsieur a oublié de parler de dangerosité du tritium. Il a oublié de parler que pour réaliser une expérience, parce que ça ne reste qu'une expérience, il va falloir l'équivalent de 2 ou 3 générateurs nucléaires pour alimenter cette expérience. Il a oublié de dire que malgré tout, il va y avoir à peu près 40 000 tonnes de déchets nucléaires. Alors j'aimerais qu'il m'explique un petit peu
si il est... on a compris votre question. Merci. Jean-Jacques Hinault. Bon, alors, la question sur le tritium. Le combustible, c'est le deutérium et le tritium. Le tritium, c'est un isotope de l'hydrogène qui est radioactif et dont la radioactivité décroît extrêmement rapidement, hein, en 12 ans, et dont la toxicité est assez faible, et dont il faut bien sûr se prémunir, ce qu'on sait faire, hein, puisque le tritium est fabriqué, est un sous-produit finalement de fabrication dans les centrales classiques. Il y en a environ une vingtaine de kilos, en particulier dans les centrales de Candu. Donc, c'est le combustible, hein, il va être brûlé intégralement. Il a une certaine dangerosité, mais vous voyez bien, très faible par rapport finalement à des éléments qui restent radioactifs pendant des milliers d'années, hein, c'est 12 ans. Alors pourquoi est-ce que monsieur le... Alors cela dit, moi j'ai remarqué que les Japonais sont furieusement en vie d'avoir ITER, hein. Donc ils se battent comme des malades pour l'avoir sur leur territoire. Et le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y a tellement de compétition pour l'avoir sur son site que c'est ça qui, pour le moment, bloque les avances. Quelles étaient les autres questions qu'il avait posées? Là, pardon? Voilà, ah oui, alors l'alimentation d'énergie, bon, c'est une bonne question. Le système, pour l'allumer, hein, va utiliser de l'ordre de 200 MW. Il en produira environ 500. Hein. Donc, c'est pas ce que vous avez dit, ce n'est pas un réacteur nucléaire qui va alimenter ITER. Hein. Non, pas du tout. Moi, je connais les chiffres, hein, je travaillais directement dessus. Un réacteur nucléaire fournirait 1,3 gigawatts. Et alors, évidemment, il faut évidemment mettre de la puissance pour allumer au départ le système. Et puis après, on le réduit lorsque le système est en route. Y a-t-il d'autres questions avec... On va prendre une dernière question parce qu'il est déjà 5h30. Je suis directeur d'une association d'éducation. Levez-vous, s'il vous plaît. Je me suis levé, là. Je suis directeur d'une association d'éducation à l'environnement qui gère un centre d'accueil qui fonctionne à l'énergie solaire, aussi bien pour le photovoltaïque, puisqu'on produit notre propre électricité, que pour le thermique solaire, avec un plancher chauffant, et qui est équipé pour économiser l'énergie, économiser l'eau, dans les moindres détails. Donc on est un bâtiment démonstratif dans le domaine des économies d'énergie. J'insiste sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables et sur les changements de comportement. Nous sommes placés d'ailleurs pas très loin d'ITER, du futur projet ITER, pas très loin de Cadarache, puisque c'est à Pérol, c'est le centre du Loup-Batas. Donc j'avais un certain nombre de questions à poser, aussi bien à M. Ball qu'au responsable de Nissan et qu'à M. Jacquinot. Vous choisissez parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, mais bon, je connais un petit peu la question aussi, donc je vous demanderai aussi de ne pas Mais attendez, on sort, il y a une pause. Quand les gens parlent, alors laissez-moi, parce que ça déstabilise quand on est sans arrêt interrompu, s'il vous plaît. Donc, j'aurais déjà une question à M. Ball. J'ai lu dans Le Monde il y a 2 jours que le syndicat des énergies renouvelables disait qu'en ce qui concerne le photovoltaïque, il n'y aurait plus d'aide pour les particuliers. Alors là, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y aurait toujours des aides sur le solaire. Pour les particuliers, j'aurais voulu que vous apportiez des précisions, sachant que dans le passé, on sait très bien que tous les gens qui ont voulu se connecter au réseau à partir d'installations photovoltaïques, ils ont eu les plus grandes difficultés avec EDF pour obtenir les connexions au réseau. Parfois, ils attendaient 6 mois, voire 1 an, pour obtenir la connexion au réseau avec une installation qui produisait de l'électricité. Ça, c'est la question pour monsieur Ball, donc de l'ADEME. Est-ce qu'on peut le laisser y répondre tout de suite? Oui, allez-y, oui. Merci. Oui, donc je confirme qu'il y a donc bien plus d'aide de l'ADEME, donc pour les particuliers en tout cas, du fait que le crédit d'impôt dont j'ai parlé tout à l'heure a été institué, donc c'est un crédit d'impôt de 40% sur l'investissement, donc c'est ça qui va remplacer l'aide de l'ADEME. Alors, je suis bien conscient qu'il y a avec EDF des problèmes de délai de raccordement, d'instruction des demandes de raccordement. Nous avons, avec le ministère de l'Industrie, beaucoup poussé pour nos amis d'EDF accélèrent ces procédures.
Je pense que pour le moment, on arrive à faire traiter, en tout cas les derniers cas que je connais, en quelques semaines. Alors j'espère que c'est une chose qui va se confirmer, que vous pourrez bientôt me le confirmer également. Donc la question pour le représentant de Nissan, croyez-vous qu'il faut continuer à développer toujours les 4x4 comme vous le faites si bien? Et est-ce que la voiture à pile à combustible, c'est pas un peu un cache-chèque de tout le programme de développement des 4x4? Parce qu'on voit bien dans les rues, maintenant, tout le monde doit avoir son 4x4, parce que les gens se croient plus en sécurité dans leur 4x4. Ils se croient plus en sécurité dans leur 4x4, ils consomment 3 fois plus d'énergie, et la plupart du temps, ils ne s'en servent même pas sur des chemins de montagne ou sur des routes enneigées. C'est uniquement pour la frime, pour montrer qu'ils ont une grosse voiture. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez changer de politique si vous voulez faire du développement durable et essayer d'arrêter de produire des 4x4 et de faire des publicités dans tous les journaux en étant failli, par exemple le Nouvel Observateur, il y a sans arrêt des publicités pour les 4x4 de Nissan ou des autres marques. Voilà, et après j'aurais une question pour M. Jacquineau. Écoutez, oui, non, je peux vous répondre effectivement sur le développement des ventes de 4x4. Au niveau européen et même au niveau mondial, c'est une catégorie de véhicules qui est de plus en plus demandée. En réalité, nous, on ne cherche pas à pousser les ventes, c'est le client qui a besoin. Pourquoi les clients achètent des 4x4 ? Alors, Pourquoi les clients achètent des 4x4 ? Bon, en ville, effectivement, ils se servent pas de 4x4, ça, on le sait. Mais il n'y a pas que... Non, mais on ne fait pas de 4x4 en ville. Et effectivement, la plupart des clients citadins ne vont pas faire de 4x4 à l'extérieur de la ville. Ça, on le sait. Pourquoi, par exemple, certains clients ou clientes, surtout les femmes, achètent des 4x4 ? Parce qu'elles se sentent en sécurité. Elles sont en hauteur, elles se sentent protégées dans leur voiture. Ça, ce sont les études de clientèle qui nous le disent. Voilà. Mais si vous voulez, il ne faut pas prendre le cas de figure uniquement des villes et même de la France. Moi, je vous donne ma vision qui est un peu différente. Je rentre de Mauritanie. On a développé un partenariat avec l'UNICEF. Avant, l'UNICEF allait faire des vaccinations, transporter ses vaccins de Nouakchott à Attar, d'Attar dans d'autres endroits. La chaîne du froid était rompue. On leur a construit un 4x4 avec un congélateur qui part avec 400 000 doses de vaccins en autonomie totale pendant 3 mois. Ils vont vacciner les gamins. Et ben, on se rend compte que le 4x4, pour nous, ça sert à aller dans les endroits les plus reculés, à aider les gens. Donc le besoin est différent, mais il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Marseille. C'est minime. Je veux dire, les 4x4, effectivement, ça prend de la place. Moi, je trouve qu'en ville, il y a des transports en commun. On n'est pas obligé de rouler en 4x4. On ne peut pas l'empêcher, mais on a quand même des gens qui se servent de leur 4x4. Ils travaillent à la montagne, il y a dans des conditions peut-être plus difficiles. Ça arrive. Je veux dire, la clientèle est très large. Mais on ne pousse pas spécialement le 4x4. En ce moment, c'est ce qui marche le mieux. Et je pourrais vous dire une autre chose. On a été interrogé l'année dernière sur la pollution, justement, en 4x4. J'ai prêté un de mes véhicules à un journaliste qui a mesuré donc taux de dioxyde de carbone et tout ça avec une berline. Bon, en fait, ce qui pollue, ce sont les moteurs anciens, ce n'est pas les 4x4. Les gros 4x4, il n'y en a plus de gros 4x4 avec des gros moteurs. C'est trop cher, ça ne se vend pas. Mais il faut comparer. Qu'est-ce que c'est qu'un 4x4 ? Si vous prenez un 4x4 avec un V8, un V10, un gros moteur américain, je pense que ça pollue pas mal et ça consomme. Mais aujourd'hui, les 4x4 sont comme des berlines normales et consomment et ne polluent pas plus. Je suis désolé, quand on voit les publicités, à la fin des publicités, il y a le rejet en CO2. Et si vous comparez par vous-même, vous verrez que le rejet de CO2 d'un 4x4 n'est pas du tout équivalent avec celui d'une petite berline. Bon. Alors j'aimerais juste ajouter quelque chose. J'aimerais dire que, d'accord, il y a les constructeurs, mais adressez-vous aussi à vos voisins qui ont certainement des 4x4. Excusez-moi, mais il faut aussi les acheter. Tout à fait d'accord avec vous, oui, tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend aussi du comportement faut des partager. consommateurs. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant, dernière question, s'il vous plaît. Voilà. J'aurais une question à M. Jacquineau. Vous avez parlé du laboratoire solaire du GENEC à Cadarache. Moi, j'ai eu l'occasion de le visiter très récemment. Alors, je pourrais vous dire que quand vous mettez sur le même plan les énergies renouvelables et la fusion nucléaire, en ce qui concerne le CEA, il y a 10 personnes qui travaillent au GENEC et il y en a 3 ou 4 000, voire plus, qui travaillent dans le reste des activités du CEA. Attendez, madame, donc, moi, ce que j'ai vu du GENEC, c'est qu'en ce qui concerne le thermique solaire, vous avez abandonné le travail, vous ne faites plus rien sur le thermique solaire au niveau recherche, vous ne travaillez actuellement sur les batteries et sur les pompes solaires. Donc là-dessus, je trouve que votre présentation de la fusion nucléaire
où vous avez dit qu'on en faisait autant, vous l'avez dit qu'en Europe, on en dépensait autant pour la recherche en énergie renouvelable que pour le nucléaire. C'est peut-être vrai pour l'Europe, mais ce n'est pas vrai pour la France, et vous le savez pertinemment bien. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que de tout centraliser l'énergie, parce que même dans 50 ans, quand si ITER fonctionne, si ça marche bien, que l'expérience est concluante, si dans 50 ans, on envisage de passer à une généralisation d'ITER, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne croyez pas que c'est encore une méthode qui ne résoudra pas le problème de l'énergie dans les pays pauvres et que c'est encore une centralisation de l'énergie? Vous avez parlé des grandes villes, mais l'énergie, il faut qu'elle soit diffuse et qu'elle soit développée ailleurs. Et donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut arrêter de mettre tous ces œufs dans le même panier au niveau de la recherche et quand vous dites que ce n'est pas une panacée universelle, pourquoi alors est-ce que le gouvernement français et les collectivités territoriales, sauf peut-être la région qui s'est engagée à dépenser autant pour les énergies renouvelables que pour les économies d'énergie. Vous nous dites quand il y a le point d'interrogation. Hein. Pourquoi non, j'arrive. Pourquoi j'arrive enfin à la fin de la question. Oui, vite. 17h39. Dans le même panier et pourquoi l'État et les collectivités territoriales mettent autant d'argent dans un seul projet si elles en mettaient autant dans les énergies, les autres sources d'énergie. Voilà. Et les économies d'énergie. J'insiste beaucoup. Bon, d'abord, je voudrais vous féliciter pour l'association que vous animez. Se donner comme objectif la maîtrise de l'énergie, c'est excellent. Donc, je vous félicite. Et moi-même, si vous voulez, je l'applique à ma propre famille et à tous les gens que je vois, et je n'ai pas de 4x4. Voilà. Quoique ce soit une excellente voiture, je dois dire. Bon, en ce qui concerne le solaire au CEA, il est clair que, évidemment, c'est le commissariat à l'énergie atomique, il est clair que ce n'est pas sa mission principale. Mais il a certainement, dans tous ses axes de compétences, voulu développer les technologies qui pouvaient aider ceci. Alors, cela dit, vous avez oublié, dans ce que vous dites, vous avez oublié quand même que dans la région Rhône-Alpes, pour le CEA, il y a la plus grosse opération de solaire, elle va être là, et il va y avoir un regroupement, ça s'appelle INES, c'est près de Chambéry. La décision a été prise la semaine dernière, donc ça va être un beaucoup plus gros complexe que le CEA. Donc ça, vous le saviez, mais vous ne l'avez pas dit. Donc vous ne dites pas tout non plus, il y a un peu de langue de bois de votre côté. Voilà. Alors, maintenant, je pense que pourquoi on met tous ces œufs dans le même panier? D'abord, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, mais il faut bien voir que l'Europe et la France ont investi pendant 40 ans des recherches au niveau fondamental sur l'énergie de fusion. 40 ans que l'on fait ça en Europe, et c'est la raison pour laquelle l'Europe est très en avance sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle, je dois dire, le Japon voudrait bien rattraper, et les États-Unis aussi, hein, quand on va gratter un petit peu. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à mettre un effort important sur la fusion? Parce qu'on est en avance et qu'on serait bien bête de ne pas profiter de tous les investissements qu'on a mis, alors que tout le monde finalement s'accorde à trouver que c'est une filière qu'il faut absolument développer, bien que ce ne soit pas une panacée universelle. Donc, il faut bien sûr la développer. Il est très important de développer tout le mix énergétique, c'est fondamental, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez qu'à aller voyager en Chine. Les Chinois, ils ont pratiquement comme ressource que du charbon. Donc, s'ils n'ont pas à leur disposition des sources d'énergie alternatives, bien sûr qu'ils ne vont pas se priver d'énergie. Donc, ils brûleront du charbon. C'est ce qu'on peut faire de pire pour polluer la planète. Donc, il y a une certaine solidarité mondiale. C'est un phénomène mondial. Nous devons nous y coller de façon mondiale. Et c'est pour ça que je trouve que l'opération ITER, qui est menée de façon internationale, est exemplaire à ce sujet. Merci. On va faire une pause maintenant. Vous allez retrouver nos intervenants à l'extérieur pour discuter. Il y a une pause de 30 minutes. Et on se